Alors bonjour à toutes et à tous, merci CAP pour l'organisation de l'événement. Effectivement, donc nous, chez Code Animal, on travaille sur la faune sauvage captive exotique. Donc on a des campagnes sur les cirques, les zoos et les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc nous, c'est ce qu'on définit par animaux sauvages détenus par les particuliers, parce qu'on n'est pas d'accord avec le terme nouveaux animaux de compagnie, puisque pour nous, les serpents, les tortues, les servales et tous ces animaux sauvages ne sont pas des animaux de compagnie. Alors déjà, j'aimerais revenir sur les notions de quoi on parle. Donc un animal de compagnie, c'est défini dans le Code rural par son article L214-6. Donc on a cette définition, tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. Donc c'est une définition qui est assez large et qui en fait laisse place finalement à beaucoup d'interprétations. Nous, dans ce sur quoi on travaille, le grand public parle de nouveaux animaux de compagnie, de NAC. C'est une notion qui a été proposée en 1984 par un vétérinaire, le vétérinaire Bélangeon, qui a été étonné en fait par le nombre croissant de ces nouveaux animaux de compagnie en consultation et qui a proposé finalement ce terme. En revanche, il n'a aucune existence juridique dans la loi française. Donc c'est pour ça en fait que c'est une notion un petit peu fourre-tout, où finalement les NAC, ça représente tout ce qui n'est pas un chat ou un chien. Donc ça peut être un animal qui est domestique. Donc là on a l'arrêté du 11 août 2006 qui définit en fait la liste dans son annexe des animaux qui sont dits domestiques. Nous on se questionne sur les critères finalement qu'est-ce qui définit finalement un animal domestique. Et là, on a un point de vigilance pour les parlementaires et le ministère notamment, où on sait que potentiellement l'une des stratégies du lobby des nouveaux animaux de compagnie, des NAC, ça va être d'inscrire potentiellement des espèces de serpents, notamment des serpents albinos, qui sont soi-disant créés par les humains, dans cette liste des animaux domestiques. Donc là, j'aimerais juste soulever ce point de vigilance. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à en parler à Code Animal, on pourra vous conseiller. Donc ensuite, on a effectivement des NAC qui peuvent être des animaux dangereux. Donc là, effectivement, je vous ai remis l'arrêté en question. Donc ça va être des gros carnivores, des carnivores en fait comme les servales. Donc ça va être des grands chats sauvages, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas le serval. On a aussi des animaux, des espèces qui ont des statuts de protection particuliers, notamment la protection CITES. Donc là, c'est régi par le commerce international et normalement, c'est protégé. Sur certaines annexes, l'annexe A, vous n'avez pas de vente et de détention qui soit possible pour ces animaux-là, mais force est de constater que sur le marché, on les retrouve. Donc en fait, avec toutes ces définitions, c'est assez compliqué de s'y retrouver. On n'a pas de définition, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui définit un animal domestique, non domestique au quotidien, quoi. Et nous, on est en contact beaucoup avec les autorités françaises et notamment avec les DDPP, les préfectures, et pour faire appliquer les lois autour finalement des nouveaux animaux de compagnie, c'est assez flou et c'est trop vaste. Donc c'est pour ça en fait qu'on voudrait encadrer davantage cette détention. Donc, qu'est-ce qui régit aujourd'hui la réglementation ? C'est l'arrêté d'octobre 2018. On a déjà les certificats de capacité et les autorisations préfectorales pour certaines espèces qui sont assez particulières. Donc là, en fait, c'est soumis au niveau du département. Donc on n'a pas vraiment de réglementation nationale là-dessus. C'est vraiment le département qui décide de donner le document administratif aux particuliers qui ont fait la demande. Donc on a certains départements dans lesquels c'est beaucoup plus facile de détenir certaines espèces, notamment de reptiles, et dans d'autres départements où c'est beaucoup plus difficile en fait. Ça dépend vraiment du comité d'experts qui siège et qui donne l'avis sur le dossier du particulier. Donc nous on aimerait vraiment que ça remonte au niveau national et qu'il y ait une harmonisation au niveau national qui puisse derrière redescendre sur les départements et les préfectures pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit pareil pour tout le monde. Et surtout pour la protection des animaux. Ensuite, on a l'arrêté d'octobre 2018 qui, lui, définit le marquage et l'identification des animaux dits non domestiques, donc sauvages. Et c'est uniquement pour les espèces protégées, donc les espèces CITES notamment.
Ça veut dire que toutes les espèces qui ne sont pas protégées dans les annexes ne sont pas entendues dans cet arrêté et du coup sont en détention libre parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre la détention de ces espèces-là. Suite à l'arrêté d'octobre 2018, le gouvernement a mis en place le fichier IFAP, c'est un fichier propriétaire et non détenteur, contrairement aux animaux de compagnie. Et dedans, en fait, les particuliers doivent enregistrer leurs animaux qu'ils détiennent. Là, pour en avoir parlé aussi avec la personne qui gère IFAP, c'est très compliqué de tenir à jour ce fichier. Par exemple, vous avez le cas des dendrobates, c'est des petites grenouilles où on ne peut pas mettre une puce dans la grenouille parce que la puce est beaucoup plus grosse que l'animal, donc ça entraînerait des problèmes pour l'animal. Et donc en fait, vous devez photographier l'animal et photographier les traits particuliers de votre animal. Donc, je ne sais pas, un petit trait rouge ou vert ou rouge, jaune sur le côté. Donc ça, vous devez le photographier et le rentrer dans la base de données IFAP. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que les particuliers, prenaient une photo sur Wikipédia d'une dendrobate et le mettaient sur le fichier IFAP. Donc autant dire que c'est pas très réglementaire. Donc on a relevé en fait tous ces problèmes-là d'application de cet arrêté d'octobre 2018. Et on s'est rendu compte que finalement, le principe de la liste positive serait beaucoup plus simple à mettre en place dans la réglementation française. Donc j'y reviendrai un peu plus en détail dans mon 4e point. Donc on l'a fait passer dans la loi de novembre 2021, le principe de la liste positive. En revanche, dans la version qui a été retenue en commission mixte paritaire, on n'a plus les critères et on n'a plus le principe de précaution. Donc en fait, rapidement, la liste positive, c'est vous mettez, selon des critères, les espèces autorisées à la détention et à la vente sur la liste. Et toutes les espèces qui ne sont pas sur la liste sont interdites de facto. Donc je reviendrai après sur les critères. Et le principe de précaution, c'est si l'un des critères n'est pas respecté ou s'il manque des informations sur ces critères, de facto, l'espèce ne peut être en détention ou en vente. Donc là, c'est pareil, on n'a toujours pas d'arrêté d'application de cette loi, en tout cas de ce point-là dans la loi, malgré nos relances auprès du ministère de l'écologie qui gère ce dossier. On nous dit que c'est très compliqué à mettre en place, c'est vrai, mais il faut avancer sur ce sujet-là, parce qu'en plus, c'est un point, les nouveaux animaux de compagnie, qui est largement plébiscité par le grand public et qui obtient finalement un avis assez favorable, où la majorité des gens sont assez d'accord pour dire que les animaux sauvages n'ont pas leur place dans des maisons ou dans des foyers. Donc pourquoi réglementer justement la détention des animaux sauvages par les particuliers ? On a plusieurs problématiques en fait suite à cette détention de ces animaux-là. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Alors il n'y a pas de chiffre officiel, on ne sait pas combien d'espèces, qui sont les espèces, combien d'animaux, qui sont les gens qui détiennent ces animaux-là. Il n'y a pas de chiffre officiel. Donc pour nous, c'est une grave problématique, ne serait-ce que sanitaire, parce qu'on ne sait pas quelles espèces se trouvent dans les foyers français. J'ai des chiffres de 2014 qui ont été publiés dans un article qui s'appelle « Risques sanitaires liés aux nouveaux animaux de compagnie d'origine sauvage » et qui, en fait, estime que 5% des foyers français détiennent des animaux sauvages chez eux, et ça représenterait 10% des animaux de compagnie au total. Donc on est à peu près à 5 millions d'individus, 3,5 millions de petits mammifères. Là, on est sur aussi des gerbilles ou ce genre de choses, qui sont considérés comme des animaux sauvages. Et on est sur 1,4 million d'autres animaux, comme les tortues, les araignées, ou ce genre d'animaux qui ne sont pas des mammifères. Donc en fait, pour nous, l'une des problématiques principales en tant qu'association de protection animale, bien sûr, c'est le bien-être de ces animaux, parce qu'aujourd'hui, on sait que la captivité ne peut en aucun cas apporter aux individus l'environnement dans lequel ils puissent exprimer finalement leurs besoins les plus primaires. Je pense que c'est assez, c'est assez clair. Ensuite, un autre point, c'est les zoonoses, où là, on a quelques études scientifiques qui démontrent que finalement, on a des risques de zoonoses sur ces animaux, notamment la salmonelle sur les reptiles, et ça peut après s'enflammer en épidémie. Je pense que le cas du Covid-19 est assez dans les têtes en ce moment.
On a également la problématique des espèces dites invasives. Donc là, c'est des espèces que les particuliers vont ramener en France et qui peuvent s'échapper ou être relâchées en France et prendre les niches écologiques des animaux locaux. Donc là, on a la problématique, par exemple, de la tortue de Floride qui a pris la niche écologique de la cistude d'Europe. Et en fait, prendre la niche écologique, ça veut dire qu'elle va vivre dans l'environnement de l'espèce locale, manger la nourriture, prendre vraiment l'espace, jusqu'à faire disparaître l'espèce locale. Donc là, ça a des coûts. Je vous ai mis des chiffres au tableau. C'est des estimations, on n'a pas de chiffres non plus exacts. Les espèces invasives sont aussi encadrées par la réglementation européenne et française. En revanche, on est toujours sur une réglementation qui se fait a posteriori, ça veut dire qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème et on essaye d'enrayer ce problème. Donc c'est pour ça que ça coûte de l'argent. Le truc, c'est qu'on n'a aucune... c'est impossible en fait d'enrayer le problème parce que l'espèce est déjà là, se multiplie. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment arriver et travailler en amont du problème, justement, avec la liste positive. C'est-à-dire que si, dans d'autres pays, ou si des rapports scientifiques définissent que l'espèce, si elle est introduite en France, n'a aucun impact sur l'environnement si elle est relâchée, alors elle peut être sur la liste positive. Donc voilà. Et l'un des derniers points, ça va être sur le trafic faunique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la détention et la vente des espèces sauvages chez les particuliers a une pression énorme sur les populations sauvages in situ, où en fait on va aller chercher des individus potentiellement dans le milieu naturel pour ramener de la génétique nouvelle dans les élevages, ou alors on va aller chercher une espèce qui est très rare sur le marché et qui va se vendre très cher du coup. Donc là, je peux vous renvoyer sur tous les écrits de Franck Courchamp, qui est un chercheur au CNRS et qui travaille beaucoup sur justement la valeur de l'animal dans le commerce phonique. Et là, on a pas mal d'exemples en fait, où par exemple, sur toutes les espèces de reptiles qui ont pour origine l'Australie, l'Australie a fait passer une loi comme quoi toutes les espèces de son territoire ne peuvent en aucun cas être exportées à l'étranger. Or, quand vous allez dans les bourses au NAC, notamment en Allemagne, vous voyez des espèces qui viennent d'Australie. Donc en fait, on a une exportation qui est illégale et un commerce qui est légal en Europe, parce qu'aujourd'hui, en Europe, les espèces ne sont pas sur la CITES. Donc en fait, elles peuvent être commercialisées librement en Europe. Et un des points aussi qui peut être intéressant et qui n'est pas trop connu du grand public, c'est toutes les problématiques dites d'hybridation. Donc là, ça revient un petit peu aux espèces invasives, où en fait, on va avoir une espèce, par exemple la tortue d'Hermann qui vient de Crète, donc ça va être Borgetti, qui va s'hybrider en fait avec notre tortue d'Hermann en France, dans la région méditerranéenne, qui est Hermanni. Et en fait, on a une pollution comme ça qui est génétique, donc bien au-delà de prendre les niches écologiques, on a aussi ce problème qui est sous-jacent, qui est la pollution génétique et l'hybridation avec les espèces, où là, on a après une perte de biodiversité potentielle. Et après, on peut aussi parler du problème éthique. Donc nous, ça va être ce questionnement avec le rapport aux autres animaux, avec le rapport aux vivants. Est-ce que posséder un animal sauvage qui a été capturé dans son milieu naturel, est-ce que c'est éthique ou non ? Est-ce qu'on veut justement posséder tous les animaux sauvages pour notre simple plaisir ou parce que c'est beau ou parce que je ne sais pas, est-ce que ça c'est éthique ou non? Voilà, c'est laissé à votre libre interprétation. Donc nous, les solutions qu'on peut proposer justement pour essayer d'enrayer, parce qu'aujourd'hui on sait qu'interdire tout du jour au lendemain c'est compliqué, voire impossible pour le moment, parce qu'on n'a pas clairement un diagnostic qui est établi, on ne sait pas, comme je vous disais, on n'a pas de chiffre officiel, on ne sait pas quelles espèces sont présentes vraiment sur le territoire. Donc, afin d'avoir ce diagnostic de la situation et voir un peu de quoi on parle vraiment, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est d'abord le principe de la liste positive. Donc, comme je vous disais, c'est une liste en fait sur laquelle vous autorisez certaines espèces à la détention et à la vente selon certains critères précis, et toutes les autres qui ne sont pas sur cette liste sont interdites. Donc en fait, ça peut faciliter finalement le travail des forces de l'ordre quand il y a une saisie, où là, en fait, comme ils ne sont pas sûrs des espèces ou des sous-espèces qu'ils sont en train de saisir, là, avec la liste positive, on sait que le serval, il n'est pas sur la liste positive, donc il est interdit à la détention. Donc en fait, si vous voyez un serval devant vous, c'est de la détention illégale.
Donc vous pouvez saisir l'animal et le replacer dans une structure d'accueil derrière. Le principe de la liste positive, c'est pas quelque chose de... Enfin, la France n'est pas pionnière à le faire, clairement. Il y a déjà beaucoup de pays dans l'Union européenne, une dizaine, qui l'ont mis en place ou qui sont en train de la mettre en place. Donc là, je vous ai mis une carte de l'association avec laquelle on travaille, qui est basée aux Pays-Bas, qui s'appelle AAP. C'est notre structure d'accueil partenaire quand nous, on a des saisies ou des replacements à effectuer. Où en fait, tous les pays verts, c'est là où la liste positive a été mise en place par taxon ou pour tous les taxons. Les pays orange, c'est là où les pays sont en train de la mettre en place. Et les pays jaunes, c'est là où il y a déjà des réflexions qui sont menées, donc soit des rapports qui ont été commandés par le gouvernement ou des consultations publiques qui sont lancées. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement qui est en train de se mettre en place dans l'Union européenne. Pas plus tard que cette semaine, enfin la semaine dernière maintenant, l'Italie a interdit en fait tout commerce des animaux sauvages dans leur pays. Et ils sont en train de travailler sur la mise en place de la liste positive aussi. Donc ça, c'est une grande nouvelle aussi pour l'Italie. C'est la LAV, c'est une association là-bas italienne qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et qui nous a remonté ces informations sur les actions qui font le gouvernement. Donc en fait, la Belgique a été l'un des premiers pays à mettre en place les listes positives. Donc en fait, ils ont déjà dégrossi tout le terrain au niveau des actions en justice qui ont été intentées contre la liste positive. Et en fait, ça a été bien approuvé au niveau européen. Comme je vous ai mis, si vous voulez aller voir derrière la décision de justice. Donc en France, le principe de liste positive a bien été mis en place dans la loi. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle et je tiens vraiment à remercier les parlementaires qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que je sais que ça a été très compliqué avec le gouvernement, donc notamment Arnaud Bazin pour le Sénat, Claire Aupetit, Loïc Dombreval notamment. Donc vraiment merci beaucoup parce que ça a été une grande bataille, je le sais bien. Donc le compromis qui a été fait potentiellement, c'est de mettre les critères à l'appréciation du gouvernement, donc via les arrêtés d'application de la loi, chose que nous n'avons toujours pas, après 6 mois de publication de la loi. Donc l'un des critères, ce serait que les animaux qui sont sur la liste positive ne sont pas un problème, ne poseraient pas de problème de sécurité publique ou sanitaire pour les humains. Donc pas d'animaux dangereux et pas d'animaux qui seraient potentiellement dangereux au niveau des zoonoses. Après, l'un des autres critères, ce serait que la captivité n'est pas dangereux pour l'animal et que la captivité puisse répondre au bien-être de l'animal et à tous les besoins de l'animal sauvage. Un autre des critères qu'on a travaillé, c'est que l'animal qui soit sur la liste positive ne soit pas une menace écologique pour les écosystèmes, du coup. Et ça me tient particulièrement à cœur, c'est la disponibilité des données bibliographiques et scientifiques sur la détention en fait, des espèces sauvages et le fait on s'assure qu'au niveau scientifique, on connaisse bien les comportements de l'animal, le régime alimentaire de l'animal, les besoins par exemple, de sociabilité de l'animal, ce genre de choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on commercialise des espèces dont on ne connaît absolument rien, en fait, dans les milieux naturels, notamment sur tout ce qui est reptile. Et en fait, on se rend compte que finalement, la captivité, ça les tue. Donc ça, c'est un gros problème pour nous. Et enfin, autour de tout ça, comme je vous disais, nous, on aimerait mettre en place le principe de précaution qui dit que si on n'a pas les données ou si les données si on a des données contradictoires, eh bien, on ne met pas l'espèce sur la liste positive. Donc ça changerait un petit peu notre manière de penser, parce qu'on penserait finalement un peu à l'envers, mais c'est peut-être pas si mal au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Et finalement, on arrive sur une action qui est réalisée en amont. Donc on limite en amont tous les problèmes, toutes les problématiques qu'on pourrait avoir derrière. C'est déjà sur la liste positive. Et au niveau de l'application de la liste positive, on a quelque chose de très clair dans les mains de l'administration qui peut derrière appliquer très clairement cette liste positive. Et si je peux juste élargir la problématique, ce qu'on aimerait également, c'est mettre en place des structures d'accueil pour ces animaux sauvages exotiques. Donc ça, on a aussi mis dans la loi de novembre la définition de qu'est-ce que c'est une structure d'accueil, un sanctuaire et un refuge pour les animaux sauvages exotiques, parce qu'aujourd'hui on avait un vide juridique là-dessus. Donc en fait, on aimerait...
Aujourd'hui, le problème, c'est que quand on a une saisie chez un particulier ou un vagabondage ou un abandon, on ne sait pas quoi faire des animaux. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de moyens financiers, il n'y a pas de moyens humains, donc c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué, je peux vous l'assurer. Donc en fait, on aimerait justement apporter, pour répondre à ce manque de place et d'argent, c'est apporter un fonds, justement, pour ces structures d'accueil, que le gouvernement puisse s'impliquer aussi financièrement, parce que quand il y a une saisie, c'est le tribunal qui décide de la saisie, donc pour nous, c'est assez normal que le gouvernement puisse aussi aider financièrement les structures d'accueil qui remplissent quand même un rôle de bien commun. Donc voilà, aider les structures d'accueil existantes avec un fonds, aider peut-être aussi les structures d'accueil à s'élargir, à avoir une extension sur leur terrain existant, parce qu'aujourd'hui on sait que les structures d'accueil existantes comme le Refuge de l'Arche ou Tongataire d'accueil disposent déjà des terres, mais pas forcément de fonds pour construire des nouveaux enclos, construire des quarantaines sur ces terrains-là. Et enfin, lancer des appels à projets justement pour pouvoir avoir de nouvelles structures d'accueil plus spécialisées par espèce par exemple, où là par exemple sur les reptiles on a un manque, sur les oiseaux aussi on a un manque. Donc voilà, surtout que les NAC ça suit aussi une mode. Donc là on a eu la mode des Servals où on en a eu vraiment des dizaines. Et là, aujourd'hui, on va sur la mode dite des caracals. Donc là, c'est un petit chat de savane, en fait, aussi sauvage. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose de vraiment cyclique où on a voilà, des espèces où on va avoir un besoin immédiat de structure d'accueil. Donc ce que vous pouvez faire en tant que parlementaire, justement, c'est nous aider à déposer des questions écrites pour, par exemple, demander le calendrier d'application de la loi via les arrêtés. Vous pouvez aussi écrire au gouvernement, justement, pour leur demander, essayer de mettre un peu la pression pour pas que ce soit, comme disait Florian, une coquille vide, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et on aimerait vraiment la faire appliquer. Et enfin, on voudrait justement que les parlementaires puissent nous aider à ajouter les critères et le principe de précaution justement dans cette liste positive qu'on soit, en tout cas les associations de protection animale, soient présentes dans les discussions justement pour qu'on puisse s'assurer que le principe de la liste positive soit bien compris et bien mis en place pour encadrer justement le commerce des animaux sauvages. Donc je vous ai mis les sources que j'ai citées et le contact si vous avez des questions. Voilà.